Merci d'être venu pour cet atelier avec Dominique Goubeau de l'imprimerie Goubeau, La Chapelle-sur-Erdre, ici même. Lucie Desfossés, qui s'occupe de cohésion entre la vision du dirigeant et les équipes dans la vie opérationnelle. Et moi-même, qui m'appelle François Amis, je suis consultant en innovation et agilité. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de la transformation digitale de l'imprimerie Goubeau. Est-ce que vous m'entendez bien? Mal? Là, c'est mieux? D'accord. Là, j'ai un peu l'impression de manger ma barbe. Alors, on invitera également Gérard Crépel, qui est le directeur commercial de l'imprimerie Goubeau et qui a été le chef d'orchestre en fait, de la transformation digitale. Donc, sans plus attendre, on va poser une première question à Dominique. Dominique, comment imagines-tu ton métier demain, dans 5 ans, dans 120 ans, puisque l'imprimerie va avoir bientôt 120 ans? Le métier, l'année prochaine, 120 ans, mais dans 120 ans, j'en sais rien. J'ai déjà du mal à voir dans 5 ans. Ce qui est sûr, c'est que notre marché d'imprimeurs classique édition, c'est 10% de mortalité d'entreprise par an. Et depuis le début de l'année, c'est -8 en volume de production papier, depuis les chiffres à fin juillet. C'est-à-dire si on est préoccupé par le fait d'imprimer encore et qu'on imagine qu'on avait un vrai besoin de se réinventer, sinon on va mourir. Il y avait 6000 imprimeries en 2000, 6000 imprimeries qui comptaient en France en 2005. Il y en aura plus que 1000 en 2020. Donc on est sur une tendance de disparition de marché et d'acteurs très fort. Très forte. Ok, c'est Highlander en fait. Il n'en restera plus qu'un, ce sera l'imprimerie Goubeau. Oui, j'espère. Du coup, quid de l'ubérisation de l'imprimerie avec tout ce qu'on voit dans le numérique, justement le problème du papier, le digital? L'ubérisation, c'est toujours un peu le débat de dire on a finalement des très grosses machines qui coûtent très cher. Hein. Ma boîte fait 5 millions et demi, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et les investissements, c'est une machine, c'est 2 millions d'euros. Donc vous imaginez le poids de l'investissement par rapport à, même si c'est amorti. Le principe de dire, mais finalement, je travaille en 2/8, de 6h à 13h, de 13h à 20h, et qu'est-ce qu'elles font mes machines la nuit? Si j'étais Uber, je ferais rouler mes taxis plus souvent avec d'autres gens. Donc on est aussi dans les réflexions sur le partage de l'outil. Finalement, on pourrait imaginer que notre outil serve à quelqu'un d'autre et on le rentabiliserait aussi. C'est une autre manière de gérer notre modèle. Ce n'est pas du tout culturel, puisqu'on est plutôt propriétaire de nos machines et amoureux de nos machines, culturellement dans l'entreprise. Mais ça change, ça change. Comme tout ce qu'on va voir après, ça change. Alors justement, sur le changement, tu as vécu un déclic. On a entendu différentes personnes parler de la Learning Expedition à San Francisco. Tu en faisais partie. C'était la même? Oui, c'est une chance incroyable d'aller se frotter à l'esprit de San Francisco dont vous avez peut-être entendu parler aujourd'hui. Pour moi, c'était imaginer des boîtes faire des croissances très, très dingues, avec des ambiances d'entreprise, des notions de « tiens, si on faisait ça », et les gens le font, des ambiances de projet, vraiment des relations aux gens dans les entreprises en mode projet. J'avais vu un truc qui m'avait marqué dans une entreprise, c'était, alors je vous le fais en français, mais si personne tape à la porte, construis la porte. C'est dingue, les mecs sont dans d'autres modèles qui n'ont rien à voir. Et c'était très sympa de rencontrer des dirigeants de boîtes américaines là-bas et de regarder le mode start-up, puisque c'était aussi ce qu'on a vu, pas forcément que, et qui inventent les produits de demain. Hein, dans les rues de San Francisco, c'est marqué We want to change the world and it starts from here. Donc les mecs de San Francisco, ils pensent qu'ils vont changer le monde et ça démarre à San Francisco. Et nous, on est dans la vieille économie industrielle qu'on n'aime pas en général dans ce pays et c'est difficile de faire migrer notre boîte. C'est pour ça que c'était une vraie baffe pour moi et un vrai bonheur. Quand je suis rentré, j'ai débriefé mes collaborateurs, enfin mes premières lignes, ça a duré 5 heures, le débrief. Tellement je trouvais ça extraordinaire. Ah oui, on a sorti une bouteille, puis 2, puis 3. On va s'arrêter là. Ouais. Mais c'était un bon moment. Et ils m'ont dit, il est fou, quoi. Il revient, il va tout changer. C'est pas aussi vrai que ça. Mais peut-être qu'il va me poser la question maintenant.
Alors justement, je te la pose. Le sujet, c'est comment on fait pour imaginer le monde de demain en pensant très très large, mais on est quand même sur un marché local. Donc la boîte, elle fait 90% de on fait 90% de notre business sur le périph' à Nantes. Notre meilleur client, c'est Moulin-Rôti à Nord-sur-Erdre, et le deuxième meilleur c'est Manitou à Ancenis. C'est dire si on double l'international, on est quand même très fort. Et donc, on est vraiment sur des frontières complètement différentes. Et l'idée, c'est de dire comment on réinvente le fait de faire du digital et faire quand même de la proximité. Puisque si on va vite, si on va bien, si on est innovant, alors notre client, il viendra chez nous. S'il a le temps, il fait ça sur un site web, c'est fait en Pologne, et personne ne sait où c'est. Donc, il faut trouver des modèles différents qui soient un peu innovants. Sinon, on sera chinois demain, peut-être. Ou polonais. C'est vrai que les chiffres que tu nous as donnés tout à l'heure, 10% d'imprimerie en moins chaque année, 8% cette année, je crois, de décroissance sur le marché. Alors, non, pas chez nous. Nous, on est à peu près flat. Mais ouais, la profession, c'est plutôt ça. C'est dramatique. Du coup, ça fait plutôt froid dans le dos. Hein, les entreprises sont plus finançables. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de boîtes qui font plus un résultat d'exploitation suffisant pour s'endetter et changer de techno. Donc, les banquiers ne prendront plus. Donc, ils vont mourir tout doucement. C'est dramatique. Ouais. Donc du coup, comment tu fais pour rêver en grand dans ce marasme, dans ce cauchemar ? En fait, j'ai fait, suite à San Francisco, mon coming out. Et j'ai dit, il faut que je m'entoure de mecs très bons pour qu'ils mettent un peu la tête à l'envers. Sinon, je vais rester en améliorant ma boîte un peu mieux. Donc, on est ISO 9001, on est ISO 14001, on est ISO 12647. Je vous le fais court, mais c'est des normes de gestion de la couleur. On est assez peu nombreux à faire ça. Mais finalement, depuis des années, on a essayé d'améliorer par petits morceaux, par petits bouts de process. Alors, on est champion du monde d'un marché en décroissance. Donc, ça ne nous mène pas très, très loin. Et du coup, j'ai essayé d'imaginer le projet de l'entreprise qu'on a appelé Next. En disant Next, on ne sait pas quand, mais en tout cas, on y va. On ne sait pas comment, mais on y va. Et j'ai rencontré des gens dont Clément, qui est là, qui nous a accompagnés, il nous a mis le feu dans l'entreprise. The Experience. Clément Léocadi, voilà, The Experience, qui nous a mis un gros coup de pied aux fesses et qui nous a un peu bien dérangés. C'était ça l'idée. Ok. Du coup, tu as dû apprendre à lâcher prise, nous as-tu dit. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que tu as opéré comme changement ? Qu'est-ce que tu as mis en place ? Alors, j'étais déjà plutôt bien entouré de mecs beaucoup plus compétents que moi dans mon entreprise, parce que moi, je ne suis pas imprimeur. Moi, j'ai racheté la boîte de mon père. Moi, j'ai fait Subdeco, je ne suis pas du tout imprimeur. Donc, j'avais déjà des techniciens, des DAF, des directeurs commerciaux, des gens qui savent mieux faire que moi. Sauf que pour faire le changement digital de l'entreprise, à la fois, faut s'aider de gens qui nous mettent le feu et qui nous organisent un peu, puis ensuite, il faut le déployer. Et donc, on a imaginé, organisé le fait de mettre le feu dans l'entreprise avec un certain nombre de personnes extérieures. Alors, Gérard, ici, s'occupe de la direction commerciale de l'entreprise et le changement digital. Et puis les consultants extérieurs qui nous ont accompagnés pendant 8 mois, quelque chose comme ça, pour imaginer mettre des étapes. Et normalement, tu dois me poser la question de combien, comment on a fait. Ouais, comment tu as choisi ces personnes ? Alors, il y a 45 personnes dans la boîte, il y a 26 personnes qui ont fait à peu près 6 journées pendant 6 mois. Et donc, ça veut dire une journée par mois, en fait. Ouais, en moyenne, à l'extérieur de la boîte. Tu les as choisis comment ? On a pris tous les gens qui étaient en face des clients, tout le market, la finance, la RH. On a eu un peu plus de difficultés pour embarquer les gens de l'usine, de la prod, directement, parce qu'on a du mal à eux les faire vivre l'entreprise de demain, sachant que peut-être que pour eux, ce ne sera pas aussi changement que ça. Ils seront toujours derrière une machine à imprimer bien, mieux, plus vite, mais finalement, ils ne changeront pas forcément tout à fait de métier, puisqu'ils seront de métier imprimeurs, et j'ai beaucoup de respect pour ça. Donc du coup, on les a embarqués dans ce merveilleux voyage, et on en est sorti avec un plan, une quarantaine d'idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire demain. Voilà, et on a structuré les idées, on les a mis dans l'ordre de mes préoccupations, dans l'ordre des choses qui me faisaient peur,
et puis dans l'ordre des compétences qu'on a pu acquérir dans l'entreprise après pour les faire avancer. On va vous donner 2-3 exemples tout à l'heure, je pense. Tout à fait. Je reviens juste sur le slide précédent. On a un peu zappé le côté acte local. Ça veut dire quoi? Tu agis localement? C'est parce que tes clients sont là? Comment ça se passe? Alors, à l'heure du web où on peut imprimer, on peut envoyer un fichier n'importe où et l'imprimer n'importe où, on pense qu'on peut aussi imaginer qu'on ait des usines avec des mecs dedans et que vous qui êtes nos clients, vous sachez que ça vient d'ici. Et le côté imprimé à Nantes ou imprimé en France, où ça puisse se marketer, et puis expliquer que si on veut que nos enfants demain bossent dans nos usines, il faut qu'on ait des usines quand même. Sinon, c'est con. Et donc le débat, c'est bien, je pense, grand, du moins très modestement, j'essaie de penser plus loin, mais je suis quand même vachement attaché à mon territoire. Ma boîte a 120 ans, elle a été créée par mon arrière-grand-père, passage Pommeret à Nantes, et merde, je suis nantais, quoi. Donc j'ai envie de rester ici. J'aurais déjà pu, ça fait bien longtemps, monter des usines ailleurs, dans des pays low cost, ou je sais pas où, en Tunisie, ou en Pologne, ou en Tchéquie. C'est moins cher, c'est pas compliqué, c'est à deux jours de camion, hein, pour amener la marchandise. Donc j'ai pas souhaité faire ça, parce que je suis attaché à ça. D'accord, super. Donc là, tu nous as décrit un petit peu la démarche, on va y revenir plus précisément après, mais est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné? Il y a des choses qui ont foiré Alors le truc qui a le moins bien marché, c'est ma lenteur. C'est pas le tout de revenir de San Francisco, c'est pas tout de se faire aider pour mettre des sujets les uns après les autres. C'est une fois qu'on a dit ça, on fait comment? Et je pense avoir perdu au moins 9 mois, voire une année, pour me réveiller des bonnes idées qui dormaient tranquillement sur un paperboard dans mon bureau. Pourquoi? Parce que j'en avais probablement très peur. C'est très dérangeant pour moi. Je suis pas forcément geek, je suis pas forcément sur les nouvelles techno plus que ça. Et surtout, j'ai compris après que j'étais pas assez bien entouré pour me voir plus loin. Donc je suis ma propre limite. Donc du coup, il faut savoir s'entourer de bons et des mecs qui me dérangent et qui m'emmerdent. Parce qu'en fait, le fondamental, c'est quand je connais ma boîte depuis 15 ans, très bien, que je la pilote très bien, qu'elle a un très bon résultat, et qu'on le fait de manière RSE, c'est-à-dire correcte, et que je considère que c'est une bonne boîte, c'est bien, mais je sais bien le faire. Le sujet du doute sur le digital, c'est faire différemment ce qu'on ne sait pas bien faire aujourd'hui ou qu'on fera mal demain, assurément, sauf si on est entouré de très bons. Donc déjà, c'est bien d'en avoir conscience, et c'est pour cette raison que tu as fait appel à un chef d'orchestre du digital, ouais, qui s'appelle Gérard, il est là, qui est au premier rang. On l'appelle GG. GG, chez les intimes. GG du business, il est noble. Ben oui, parce que Gérard, il a une expérience. Ça a été mon patron dans une autre vie, c'est ça qui est marrant. Ouais, c'est rigolo. Dans une autre vie, ça a été mon patron et j'ai embauché mon patron. Quoi. Il m'a tout appris. Ben voilà. Je ne peux pas tout dévoiler, mais il m'a appris plein de trucs. Et... Si, on aimerait bien savoir. Il m'a dépucelé du business, faut dire les choses. Voilà. C'est mes premiers clients, c'est lui. Mes premiers contrats, c'est lui. Je sais tout. Voilà, c'est tout. Et il a, après une autre vie qu'on avait fait en commun chez Xerox pendant 15 ans, travaillé dans l'édition informatique, dans la donnée, la data. Il a travaillé dans les startups. Et il revient à la vieille économie pour me mettre un bon coup de pied aux fesses. Et ça, c'est très agréable. Enfin, pour lui aussi, je pense. Super. Et du coup, alors, qu'est-ce qu'il a apporté? C'est quoi l'intérêt de l'avoir recruté? Pourquoi lui, plus qu'un jeune geek Mais en fait, le business reste le business et il faut quand même aller serrer le kiki des clients de temps en temps, même si on le fait de manière digitale. On est là pour vendre. Faut pas oublier. Après, on vend et puis les mecs à la prod, ils vendent. Enfin, ils produisent. Faut jamais oublier qu'on est quand même en train de faire du business, quoi. Et ça, c'est les b.a.-ba du business. C'est toujours vrai. Quoi qu'il arrive, il faut aller voir des clients, leur expliquer qu'on est les meilleurs du monde, qu'ils ne peuvent pas se passer de nous et que à la fin, il faut signer un contrat et on imprime. Sauf que le côté digital aussi, c'est des cultures différentes, des manières d'approcher le marché différentes, des usages différents. Le côté expérience client qu'on a peut-être un peu moins parce qu'on était un peu probablement très nombriliste en disant « nous, on fait un produit très bon, c'est le meilleur du monde ». En tout cas, on est convaincu de ça. Et puisque c'est le meilleur du monde, alors on est irréprochable. D'ailleurs, on fait zéro connerie. On est très, très bon en qualité. On va plutôt très vite.
Voilà. Sauf que c'est pas du tout forcément ce que veut le client. C'est ce qu'on pensait nous, mais c'est pas forcément ce que veut le client aujourd'hui. Et le côté qu'amène Gérard, c'est le côté vraiment expérience client, relation, embauche des deux jeunes qui sont voilà, dont je connais pas le métier, mais qui sont embauchés dans mon entreprise. Ils font du Twitter, du Facebook. Voilà. Moi, je suis un Minitel, mais eux, ils ont des trucs. Voilà. Et on est ravis de les avoir parce que je comprends pas tout, mais j'ai confiance. J'ai confiance, je suis content. Bon, c'est bien. Ça doit coûter un peu d'argent tout ça, non? Surtout faire venir une star comme Gérard, qu'on se l'arrache sur la place nantaise. Ça coûte de l'argent, mais c'est le prix à payer pour imaginer que l'entreprise soit vivante demain. Moi, je considère que je suis de passage dans ma boîte. Je suis la 4e génération, j'ai 3 enfants. Peut-être qu'ils seront heureux de reprendre la boîte ou pas, compétents ou pas, ou peut-être qu'ils ne voudront pas, j'en sais rien, mais la question ne se pose pas maintenant. Mon métier, c'est de faire gérer la boîte et d'agir pour que ça dure. Les imprimeurs ont déjà vachement migré sur les technos. Vous vous souvenez peut-être des lettres en plomb, de l'assemblage des lettres en plomb. Là, on est dans le digital maintenant. Enfin, ça migre beaucoup. On est très habitué. Le seul truc qui fait une différence, c'est qu'on doit être dans un capitalisme patient. C'est-à-dire, moi, j'accepte de paumer mon résultat pendant les 2 ou 3 prochaines années. Le résultat de la boîte, c'est à peu près 300 000 € par an. Je sais que ça va me coûter ça. Par le fait d'embaucher, par le fait de mettre des technos, toujours dans des concepts RSE où on paye bien les gens, ça ne change rien. Mais je sais que je suis... si j'avais un fonds de pension dans mon entreprise, je pense qu'il ne serait pas d'accord à faire 0 de résultat. Voire des pertes à la limite, je pense. Mais moi, je suis patient parce que c'est mon entreprise et je peux faire ça. Parce que je suis convaincu que c'est un bon investissement que de faire du résultat à 0, finalement. Ouais, comment ont réagi tes collaborateurs à ce projet? Est-ce que tu as eu des témoignages, des retours? Oui, ils sont à la fois interrogatifs et à la fois confiants. Je pense qu'ils savent que depuis longtemps, tous nos concurrents à Nantes, il y en a quand même beaucoup qui sont morts et on est toujours là et en pleine forme. Donc ils ont probablement plutôt confiance. Mais ils sont vachement bons aussi, donc ils sont sûrs que leur métier est bon. La manière de faire le métier va changer, mais le fond du métier, ça sera toujours de faire de l'imprimerie. Et eux, ils sont vachement bons, très 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 bons. Donc on les forme beaucoup, on les paye très très bien, on partage le profit. Même quand s'il y a 0 profit, on fera quand même des augmentations, des primes, des machins, pour les former, pour les accueillir, ça change rien, ça. Donc je pense qu'on est sur la confiance, quoi. Puis on publie les comptes, on est une boîte RSE, enfin ils savent ce qui se passe, le fric est où, qu'est-ce qu'on en fait, comment on augmente les gens. Ils connaissent les salaires, ils connaissent le mien. Ça ne me gêne pas, c'est pas grave. Ils savent tout ça. Tu disais tout à l'heure que vous étiez 26 à avoir participé. Dans le projet, oui. Vous êtes une cinquantaine. Ouais. Comment vous avez fait pour emmener dans le bateau les 24 autres qui n'avaient pas participé, en fait Eh bien, c'est un sujet, parce qu'ils ne sont pas forcément très bien dans le bateau, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas envie d'être emmerdés pour qu'est-ce qu'on fait demain, quoi. Ils n'ont pas forcément tous envie de se reporter dans l'avenir. Soit parce qu'ils ne le comprennent pas et n'en expliquent pas bien, soit parce que finalement ils viennent bosser, ils sont en confiance et ils se laissent un peu aller dans le truc. Puis ils auront de la formation, ils auront des changements de techno, ils auront des choses comme ça. Donc tout le monde n'est pas à regarder l'avenir en se disant chouette, ou tout le monde n'est pas en train de regarder l'avenir en disant quelle trouille on a et à quelle sauce on va être mangé. Pas forcément. Et puis il y a aussi des gens qui disent c'était mieux avant. Donc on a un mix de tout ça. Tout le monde n'est pas en train d'applaudir le monde merveilleux de la digitalisation de l'entreprise. C'est pas vrai. Mais ils sont quand même dans le bon train. Justement, tu peux nous dire ce que tu fais au quotidien pour avoir leur retour, leur ressenti Tu les rencontres régulièrement? Oui, on se voit souvent. J'ai des entretiens individuels formalisés avec mes collaborateurs une fois par an. Grosso modo, ça me prend à peu près 10 jours. Et puis après, on se voit on se voit tous les jours. L'usine est là, je me balade dedans tous les jours. On se tutoie, tout le monde se tutoie. On est dans un rapport de dire, on a le droit de dire je t'aime et on a le droit aussi de dire tu m'emmerdes. Et dans les deux sens, ça peut marcher. C'est pas grave. On n'est pas dans l'attaque ou la félicitation du bonhomme tout le temps. On a le droit aussi de dire qu'on est heureux ou malheureux. Et donc voilà. Un collaborateur a le droit de te dire tu m'emmerdes. Oui. C'est noté. Oui, mais il me dit, je lui demandais pourquoi surtout, parce que c'est comme des relations de couple, de temps en temps,
Faut dire les choses, hein. Sinon... Bon, le tableau est posé. Et si on parlait un petit peu plus concrètement de ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as mis en musique avec ton chef d'orchestre digital? Bah, peut-être que c'est lui qui nous l'explique. On va peut-être l'inviter. Hein, Gérard. Allez, viens. On peut l'applaudir d'ailleurs. Gérard Crépel, France. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place? Donc, effectivement, on a un certain nombre de sujets qu'on a traités. Je dirais qu'on va faire le relais d'abord à Next. Lorsqu'on met comme ça un projet en place dans une entreprise, je pense qu'il ne faut pas l'imaginer dans le court terme. La transfo digitale est un projet de long terme. Je l'avais vécu avec une start-up qui est présente ici, qui s'appelle Keeple, puisque j'ai bossé pour elle, pour Séverine Pierrot. Et ce qu'on dit, c'est que c'est une migration de long terme. Donc la première chose, c'est je pense qu'on s'inscrit dans le long terme, c'est-à-dire plutôt un projet à 5 ans de transfo digitale, dans lequel on dit, finalement, c'est quoi concrètement? Si je dis, je veux faire ma transfo digitale, nous, on peut le matérialiser. On fait 6 millions de chiffres d'affaires. Si je dis demain, je veux faire 9 millions ou 10 millions en 2019 avec 3 millions ou 4 millions en digital pur, évidemment, là, je pose un objectif et je pose tout de suite une méthode derrière. C'est-à-dire, je vais amener tout de suite l'entreprise à devoir réfléchir différemment. La première chose qu'on a fait dans ce programme Next, c'est le Web2Print. Alors, il est ici représenté par Flavie. Web2Print, c'était donc un web intégrateur qui intègre une solution logicielle dans lequel, aujourd'hui, en B2B, on peut proposer à nos clients, organisés en réseau, de commander un certain nombre de choses dans le monde de l'impression en ligne. C'est donc au service des réseaux de franchise, au service des réseaux... alors je peux prendre un exemple bancaire. Le monde des banques est assez simple à imaginer dans ce contexte-là. J'ai une agence, je suis chef d'agence, je me login mot de passe à une application qui va me permettre de commander en ligne un certain nombre de choses courantes comme carte de visite, carte de correspondance, ce qu'on appelle la papeterie, mais aussi documentation, brochure, etc. Donc la première chose qu'on a fait, c'est de professionnaliser le Web2Print pour amener un service digital qui n'existait pas avant dans l'entreprise et qui est issu directement du programme Next et des réflexions qui ont été amenées. Simplement, moi, j'ai mis en œuvre ce programme-là. On a deux solutions, ça, pour l'imaginer. Alors, je le fais, j'ai essayé de faire vite quand même, parce que je suis très bavard. On a deux solutions pour l'imaginer. La première, c'est de dire, j'embauche 3 jeunes, je ne parle pas de Goubo, on crée une société à part et on leur dit, from scratch, dans 2 mois, je veux un site web qui va fonctionner sur lequel le B2B pourra commander en ligne. Ou une deuxième solution, pour l'instant, on a choisi celle-là. Je ne dis pas que ce sera celle du long terme, qui était de dire on prend un logiciel existant et on essaie déjà d'apprendre avec ce logiciel à faire des choses. Et puis après, on verra comment on avance. Le deuxième thème qu'on a traité très vite, c'est on a repéré, nous, avec Dominique, une start-up à Paris qui s'appelle OnPrint et on a donc signé un contrat avec elle pour le papier connecté. C'est une application qui vient faire une passerelle entre le print et le web et bien au-delà du flashcode, permettre directement de connecter les documents imprimés. On a nos premiers grands clients qui ont signé à Nantes avec ça, plutôt dans le monde bancaire, mais d'autres s'intéressent dans le monde de la fenêtre, de la porte, etc., à ces applications-là. Donc c'est très très intéressant parce que ça permet de sortir du contexte historique du papier, ça nous permet d'avoir aussi une offre innovante à proposer, donc on se démarque de nos confrères. Et puis, probablement, dans le papier connecté, on fait aussi le lien à la start-up. Donc on amène dans l'entreprise du changement culturel avec ça. Le thème supplémentaire que moi j'ai souhaité traiter à travers une machine qu'on vient de rentrer, elle a moins de 15 jours, donc on est très fiers de ça, c'est une HP Indigo 7009 pour ceux qui connaissent. C'est la meilleure des technologies en impression numérique, mais au-delà de ça, moi j'avais un objectif derrière qui était ce qu'on appelle la donnée variable. Alors la donnée variable, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir faire un catalogue. Donc je vais prendre le monde de la voiture, on va tous comprendre. Moi j'aime les voitures rouges, je ne citerai pas de marque, mais vous pouvez en imaginer. Vous aimez une voiture bleue ou une voiture noire. Le catalogue que vous recevez chez vous ne doit pas être standard, il doit être page par page personnalisé. Le compte de la donnée variable, c'est ça. Et ça ramène d'ailleurs à ce que présentait Jean Racine du Phare tout à l'heure sur les data maniaques ou la data. Ça veut dire que les entreprises, les vôtres en l'occurrence,
doivent s'organiser pour remonter de la data, pour avoir des choses extrêmement sophistiquées à proposer aux clients demain à travers le traitement de la donnée variable et du catalogue imprimé. Donc on voit là qu'on va toucher à des débats qui sont très intéressants puisqu'on sort du contexte classique de l'approche d'un catalogue pour aller vers des produits différents à imaginer. Ça fonctionne très bien, ça marche, c'est opérationnel comme le papier connecté. Si je devais vous dire, la nuance que j'aurais moi, c'est sur le web-to-print, on a là des nuances, ça s'apprend, on apprend en marchant parce qu'on s'est rendu compte finalement que ça prend un petit peu de temps. Les tâches supplémentaires, c'est le multicanal. Alors ça, c'est un sujet qu'on pourrait avoir avec les agences, s'il y en a dans la salle, c'est est-ce qu'il nous appartient simplement de dire je fais de l'impression, mais aussi demain, puisque j'ai récupéré de la data à travers des fichiers, eh bien, est-ce que je dois gérer, moi, imprimeur, les campagnes mail de mes clients ? Et puis la veille d'un événement, je peux, avec le smartphone, directement gérer aussi, pourquoi pas, la relance de la journée porte ouverte par le SMS. Est-ce que ça m'appartient? À qui ça appartient? Est-ce que ça appartient au client? En tout cas, nous, on réfléchit aussi en disant, est-ce qu'on veut aller jusque-là ou pas? C'est quoi les réflexions autour de ça? Ça, c'est un sujet que moi, j'adresse, et donc c'est là que Dominique a raison, je l'emmerde un peu parfois, parce que j'amène à des sujets comme ça en réflexion sur ces thématiques. Après, de façon plus classique, mais très intéressante, c'est l'automatisation de la chaîne graphique. En gros, on est dans un métier où, comme l'a dit Dominique, on est connecté, donc vous transmettez un fichier, le fichier va au pré-presse, le pré-presse analyse le fichier ensuite part en impression sur les différents canaux d'impression et va jusqu'à l'usine. Ça, pour moi, c'est un modèle un peu dépassé. C'est-à-dire que ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est à automatiser ça. C'est un peu comme le middle office dans la banque qui est en train de disparaître. Ça ne fait pas beaucoup de bruit, mais tous les jours, ça disparaît. C'est-à-dire qu'on confie aux clients, dans le monde bancaire, le fait de remplir des fichiers, etc., toute une partie du back-office qui se faisait avant, ce qu'on appelait le back-office. Aujourd'hui, c'est en train de disparaître dans la banque. C'est un peu la même chose dans l'imprimerie. Ce qu'on veut, c'est automatiser la chaîne pour dégager du temps pour autre chose, et ça pourrait nous ramener d'ailleurs au RH. Autre point, la logistique. La conséquence du web-to-print, c'est que finalement, je vais gérer de la logistique pour mes clients, puisque en fait, j'ai des objets que j'ai fabriqués, que je dois stocker, et puis je deviens logisticien. Donc là où avant, on pousse de la palette en sortie en disant « Tiens, crac, c'est fabriqué la veille au soir, le lendemain matin à 6 heures, c'est enlevé par les transporteurs, ça part chez le client ». Là, c'est fini, on met ça sur des racks et on commence à fractionner la logistique pour faire de la distribution. Et puis, puisque le client nous a confié le print, en même temps, il nous dit, tiens, faites-moi les stylos, les t-shirts, les objets, les bols, etc. Et donc, est-ce que c'est notre métier ou pas? En tout cas, là aussi, je bouscule Dominique là-dessus, il pourra en parler. Le lien à la RSE que je fais moi, c'est qu'en fait tout ça peut aussi, c'est comment, puisqu'on est très engagé en RSE, ça fait partie des valeurs de Dominique et des miennes, comment en fait on peut mettre en œuvre ces solutions pour dégager du temps, pour créer de la valeur pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Et ça, c'est une bonne question, c'est comment je crée de la valeur en dégageant du temps. Est-ce que c'est uniquement dans des objectifs économiques ou est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre de ce temps pour l'avenir? Je vous pose la question. Alors, de façon pragmatique, et j'arrêterai peut-être avec ce point. Et final, parce que... Oui, et final. Le community management, en fait, moi pas plus d'ailleurs que Dominique, hein, finalement, j'ai constaté, moi, dans mes métiers antérieurs, et j'ai bossé longtemps aux éditions Uni à Saint-Herblain, où j'étais donc à un poste de management. Et aux éditions Uni, ce que j'avais vu très vite, c'est qu'en fait, on pouvait animer la vente en ligne par tout ce qui se fait sur le web, et on était les premiers opérateurs français en volume de mails, puisque de façon bi-hebdomadaire, on envoyait 350 000 mails à nos clients. Ça vous donne une idée de la puissance de feu à l'époque, et c'était en 2006 et 2007, donc ça remonte un peu. Et la vente en ligne aujourd'hui aux éditions Uni, c'est 30% du chiffre d'affaires, sur un chiffre d'affaires de 20 millions. Donc ça commence à parler. Et moi, je me suis dit très vite, on ne peut pas, dans le métier qu'on fait d'imprimeur, s'affranchir du community management. Et donc là, c'est Guillaume qui s'occupe de ça. Donc les premières choses de façon classique, mais il faut les faire, hein, il faut les mettre en œuvre. Nous, c'est un métier traditionnel, on est imprimeur, c'est Facebook, Instagram, LinkedIn. Donc comment on est en train d'interagir,
Guillaume m'a présenté un petit logiciel super sympa qui permet d'extraire de ma base LinkedIn la totalité de mes noms, prénoms, emails, etc. Donc on est un peu sur ces thématiques-là. Time, d'accord. L'aide d'info, pour finir, base de données. On s'intéresse à tous ces sujets-là à travers le community management et voilà, quoi. Vous avez même redécouvert que vous aviez des clients qui vous aimaient, qui vous le disaient, Dominique, et que vous en faisiez rien. C'est dingue. Donc c'est dingue. On a environ deux petits mots de remerciement client tous les jours. Des petits mots d'amour. Ouais, merci, vous êtes bien, machin. Femme, homme, on regarde pas nous. Et on n'en fait rien. C'est-à-dire qu'on les envoie dans l'entreprise, on félicite et on remercie les collaborateurs, mais on n'en fait rien. On pourrait mettre ça sur notre site, pousser ça vers nos clients en disant regardez à nos autres clients ou notre prospects, regardez ce qu'on a bien fait. On vient de s'apercevoir de ça il y a quelques mois. C'est quand même dingue. C'est la poule qui a découvert le couteau, quoi. Et oui, c'est fou. C'est-à-dire qu'on est nul, quoi. Genre, on devrait être capable d'aller sublimer ça parce que c'est assez rare quand même. Quand le client fait l'effort de nous dire qu'il est content, c'est un effort. On devrait le remercier encore mieux en le disant au monde entier. Si j'ose dire. Alors une dernière question avant de passer à la phase questions-réponses. Quels sont les enseignements de tout ça? Toi qui as vécu quand même un bouleversement personnel entre le choc, l'électrochoc de la Learning Station à San Francisco, le fait d'accepter de lâcher prise, de faire appel à un chef d'orchestre digital, de mettre en place du collaboratif dans l'entreprise, de l'intelligence collective. C'est comme le mec qui saute de la tour de Bretagne, hein, il passe au 20e étage, il dit pour l'instant ça va. Non, faut jamais oublier que le digital pour moi c'est de l'outil. On reste quand même sur de la valeur ajoutée. Notre métier c'est de faire des belles choses, c'est de faire des beaux imprimés, de trouver des papiers, des formats, des bouquins, des trucs sympas à imprimer. C'est quand même ça l'essentiel de notre métier. S'il faut faire des cartes de visite toute la journée, on en fera, mais on les fait par digital parce qu'il y a zéro valeur ajoutée. C'est facile à faire, on les prend, on les imprime, on les coupe, on les livre, c'est fini. Oui, c'est ça. Ça fait tourner les machines, mais notre sujet, c'est la proximité, c'est comment on débrouille les clients. Comment on a livré Magnum tout à l'heure, qu'on a imprimé ce matin, on l'a livré à midi, quoi. C'est incroyable. C'est ça, justement, ce que tu nous disais, c'est que... Le journal que vous avez récupéré tout à l'heure d'ADN Ouest, c'est possible, ça. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est à faible valeur, vous essayez de l'automatiser au maximum, bah oui. Et ça permet de dégager de la valeur pour les salariés. Si on résumait le côté digital de notre métier de demain, c'est j'automatise le plus possible dès que ça n'a pas de valeur. Et la valeur pour moi, c'est le métier, le conseil, je sais pas quoi, la vitesse, les papiers, le truc impossible, le sacrifice client, la manière dont on travaille avec nos clients. Là. S'ils ont le temps, ils impriment en Chine, je le dis. Merci beaucoup. On a encore 11 minutes devant nous pour des questions. Alors la première est souvent difficile, on va passer directement à la deuxième. La voici. Est-ce que tout le monde a entendu? Est-ce que le digital a apporté de nouveaux clients ou est-ce que ça a permis de maintenir les clients? Les deux. Les deux, parce qu'en fait, avec les solutions on-print qu'on fait, on est allé voir des prospects qu'on ne connaissait pas, enfin, ou qu'on connaissait, qu'on rêvait d'avoir comme clients et qu'on n'a jamais pu avoir en leur parlant d'imprimerie. Par contre, quand on leur parle de papier connecté et de mixer du papier avec des données digitales qu'ils ont eux, là, l'oreille est un petit peu différente. Et mine de rien, on n'a pas toujours vendu des solutions de papier connecté, mais très souvent, on a vendu du papier normal, de l'édition normale, qui est notre métier. Donc c'est aussi peut-être une autre offre et un cheval de Troie pour faire autre chose avec nos clients. Mais le sujet pour nous, c'est le papier, ça doit servir à faire du business pour nos clients. Ça ne sert pas à ce que nous, on se fasse plaisir. Le catalogue, ça sert à faire du business. C'est peut-être une des leçons pragmatiques que j'ai retenues de San Francisco. Ouais, on fait un truc super, un beau bouquin, machin, et il reste sur un tiroir ou dans une bibliothèque. Un catalogue produit, c'est fait pour que le client augmente ses ventes. Et quand vous avez ce discours-là avec votre client, il ne vous voit pas comme un imprimeur, il vous voit comme quelqu'un qui permet de trouver des solutions pour que son catalogue soit plus performant. Ah, une autre question. Clément. J'en ai une petite sur la suite, la mise en œuvre. Cette mise en œuvre, maintenant, se fait avec une équipe que tu pilotes, qui est dédiée à ça, ou vous continuez à mobiliser, pas forcément mobiliser, mais demander l'avis de l'ensemble des collaborateurs, notamment ceux
principaux programmes Next. Ma question étant, est-ce qu'il n'y a pas création de frustration après coup de dire on a bossé pour faire des idées et pour la mise en œuvre on s'en fout, ou pour la mise en œuvre on est toujours là? Non, non, on a vachement expliqué, enfin beaucoup expliqué à quoi ça servait. Et très très souvent, quand on lance une nouvelle machine ou un nouveau process, un nouveau logiciel, on dit ça vient de Next, pour leur montrer le chemin. Et qu'on n'a pas fini et que le chemin ne s'arrête pas. Enfin, pour qu'ils retrouvent, qu'on leur explique que ça a du sens, qu'on ne s'amuse pas juste parce que c'est bien d'aller faire du digital, quoi. C'est obligé de faire ça. Mais ils sont très conscients de ce qui se passe à l'extérieur, hein, de la mortalité d'entreprise, du fait que nous, on soit quand même assez solide et que donc ils ont plutôt confiance. Pour compléter, ce qui est vrai quand même sur les compétences, hein, c'est-à-dire que moi j'ai considéré que sur les compétences, si je devais dire de 0 à 100, je suis à 40%, c'est-à-dire on peut mieux faire. On a mis en place des solutions de e-learning, on est en train de former aux compétences digitales, mais je trouve qu'il y a des trous dans la raquette, hein, pour être tout à fait clair, et donc je sens qu'il faut qu'on fasse monter aussi en compétences si on considère que les compétences digitales sont un des leviers. Puis le deuxième, c'est, moi j'ai tiré tout à l'heure de ce que j'entendais dans les conférences aussi, la notion d'atelier. Je me dis, tiens, mais oui, c'est vrai, on a fait il a été fait avant moi des ateliers Next jusqu'à la mise en œuvre des Next, mais moi je pense qu'il faut qu'on pense, et on en parlera demain, puisqu'on est un comité de pilotage, sur les ateliers post-Next. Finalement, c'est aussi ce que je tire des échanges d'aujourd'hui. Je me dis, tiens, un atelier post-Next ou des ateliers post-Next, ça va être important pour à la fois... Alors, il y a déjà eu des micro-formations, il y a eu des témoignages, il y a eu tout ça, mais je pense qu'on doit pouvoir faire mieux. Je dirais que là-dessus, c'est peut-être là où on a un petit talon d'Achille, au moment où je parle. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une solution de Web2Print sur étagère. Quelle est-elle? Et puis, est-ce que vous en êtes satisfait? Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres sur ce que ça vous a apporté comme client? Et l'autre question, c'est est-ce que vous restez maître de la data? Est-ce que vous récupérez les prospects à travers cette solution? Alors, on s'est appuyé sur un logiciel éditeur qui est un logiciel issu de Xerox qui s'appelle XMPy. Qui est une solution lourde, hein, puisqu'il faut savoir que l'équipement en un tel logiciel coûte, on compte en dizaines de milliers d'euros. Heureusement, on fait partie d'un groupement qui s'appelle Impris France, Dominique pourrait en parler, et on a mutualisé ça pour acheter le logiciel parce que ça coûtait vraiment très cher. Donc on a cette solution-là qui est la solution logicielle qu'on a sous-tendue, et on commence là, au moment où je parle, à aborder nos premiers clients sur la mise en œuvre de cette solution. Ça prend aussi du temps de développer la plateforme, de créer les interfaces, de créer tout ça. Donc on est là au début de l'expérience Web2Print par rapport au papier connecté, où là déjà on a des signatures, on a avancé, on a mis en œuvre et tout. Donc on voit bien que là sur l'échelle du temps, je dirais qu'on est à la moitié du chemin à parcourir sur le Web2Print. Je ne sais pas si j'ai répondu. Sur les données? Les données, on en a très peu finalement, parce que nous, on a des données qui sont des produits à fabriquer pour le client, et puis un login, un mot de passe, donc on a très peu de données au sens data. Par contre, sur les données variables, oui, là, on a un point on récupère des fichiers complets pour les clients, donc il y a un aspect CNIL, etc., à gérer dans le cas des données variables. Mais on l'a déjà fait. Une autre question? Ah, il y a un micro qui va arriver. Il se déplace actuellement. Il est à 2 mètres, 3 mètres, 1 mètre. C'est une question auquel Dominique va être obligé de répondre, mais je me demandais, cette transition numérique, vous ne pouvez pas échapper. Vous êtes dedans, vous êtes rentré de San Francisco très enthousiaste. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? C'est quelque chose qui vous excite ou au contraire, je veux dire, ça vous saoule et c'est quelque chose que vous délaissez à d'autres équipes? Vous, à titre personnel, en tant que dirigeant? Non, ça a plutôt tendance à me faire peur et donc à m'exciter. Mais c'est la différence entre excité et énervé, en fait. À la fois j'ai peur, mais à la fois je mets beaucoup d'argent dans un truc où je ne sais pas trop comment ça va marcher. Mais je sais aussi que si je me trompe ou si je fais rien, je suis mort. Comme je n'ai pas envie de mourir tout de suite. Mais c'est pour ça que je m'entoure de mecs qui ont envie. Enfin, il faut reconnaître son incompétence là-dessus et peut-être sa compétence à voir un peu loin. C'est finalement le métier du patron. Ouais, je crois que c'est une bonne vision. Merci. Il reste 4 minutes, si vous avez envie de poser une question. Alors il faut meubler.
Notre cachet démarre à la dernière minute. Ouais, on est obligé parce qu'il faut qu'on parle de... Puisqu'on est dans les questions personnelles, quand tu as présenté au début, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est passé très très vite. Tu as dit en ce moment, Goobo est flat, et par rapport à... qu'en penses-tu? C'était personnel? Alors, Goobo est flat si tu me regardes de profil ou ça dépend si tu me regardes en face. Oui. J'ai pas d'autres questions. Merci, Eric. Je voulais faire avancer le débat. On peut l'applaudir. Bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions? Si? Une autre. Ouais, mais là, ça va être plus cher. Hein. Ça fait 2 questions, Clément. Ouais, j'osais pas, mais personne pose de questions. Alors, c'est sur le produit, le web to print. Aujourd'hui, en fait, je pose une question, c'est personnel, je me permets. Je suis devenu client de Goobo depuis, et Goobo est devenu un des fournisseurs qui nous coûte le plus cher tous les mois. On est très utilisateurs et on adore. Hein. C'est top, c'est des super produits. Mais le web to print, j'ai jamais regardé. Aujourd'hui, est-ce que ça permet aussi de déclencher des impressions, pas forcément sur des cartes de visite et tout, mais sur des formats qu'on a systématiquement. Nous, on imprime tout en 1000 fois 700. Ça marche? Le web to print, c'est une solution où tu te passes de nous envoyer un mail ou de nous appeler. C'est une manière d'acheter quelque chose. Je prends un autre exemple pour illustrer. Il y a 10 ans, vous allez voir votre agence de voyage pour acheter un billet de train. Et il y a une petite nana qui vous achetait votre billet de train. Maintenant, vous achetez votre billet de train direct sur Internet parce que ça marche très bien. Quand vous voulez quelque chose de plus compliqué, plusieurs billets de train, un hôtel à tel endroit, un voyage dans un autre pays, vous allez voir une agence de voyage. Et bien, le web to print, c'est je fais du digital très très vite parce que il y a pas de c'est facile à faire et c'est pas compliqué. Et dès lors que vous voulez quelque chose de plus réfléchi, avec un peu plus de construction, de sens, un produit, à ce moment-là, vous allez voir un imprimeur classique, qui nous, en l'occurrence, pour expliquer des choses. Donc le web to print, ce n'est qu'un moyen d'acheter vite. Si tu sais ce que tu veux, t'achètes sur web to print. Si tu as besoin d'un conseil, tu nous appelles. J'ai répondu? Je passerai web to print du coup. On arrêtera d'embêter Antoine. Ouais. Il y a encore le temps peut-être pour une question. Alors, moi j'ai une question sur le papier connecté. Dominique m'a montré ça tout à l'heure. Et avec le papier connecté, vous allez impulser la transformation digitale chez vos clients. Est-ce que vous allez les accompagner? Est-ce que vous allez leur faire bénéficier de l'expérience que vous avez eue dans la transformation digitale? Il n'y a que si le client gagne quelque chose que c'est intéressant. Ah oui. Le papier connecté, j'ai des systèmes de reconnaissance de caractère qui vont ouvrir des contenus digitaux chez les clients. Ça peut être de la vidéo, du Google, du mail, voilà. Et on va rentrer dans des débats de données, d'ailleurs, en l'occurrence. Notre client ou nous, on va pouvoir récupérer de la donnée client. Ça n'a d'intérêt que si le client fait du business avec ça. Si c'est pour se faire plaisir, c'est comme un client finalement qui, dans l'ancien temps, venait faire une belle plaquette. On s'en fout s'il fait une belle plaquette. Enfin, nous, on est content de l'imprimer. Mais le sujet, c'est qu'est-ce qu'il va en faire? À qui il l'envoie? Quel est son poids? Parce qu'il le route, il ne le route pas. C'est quel papier? C'est recyclé, pas recyclé, des encres végétales. Vous voyez, il y a plein de trucs. Donc, le contenu de la plaquette, nous, on ne la lit pas. On ne lit jamais ce qu'on imprime, on n'a pas le temps. On fait 25 ou 30 jobs par jour, donc on ne lit pas. Par contre, on demande toujours à quoi ça sert. Donc si on vous vend du papier connecté, on va travailler avec vous sur qu'est-ce que vous voulez en faire. Et là, on est bien dans des débats de valeur. On peut parler de technologie digitale, mais on essaye de discuter sur la valeur de l'offre qu'on a, qui représentera quelque chose pour vous. Et si on vous fait gagner de l'argent, entre guillemets, ou du client, ou du contact, ou de la notoriété, machin, avec nos solutions, c'est bon. Mais si c'est juste pour se faire plaisir, je pense qu'on va s'arrêter vite. D'ailleurs, c'est le mot de la fin, on va s'arrêter vite. Voilà. Merci Dominique, merci Gérard, merci Lucie, merci à vous. Bravo, merci. J'espère que ça vous a éclairé.